De 350 km/h qui décèle de son décollage, Concorde grimpe maintenant. Tango 2 fois Delta, cet appareil fut mis en service le 24 septembre 1974, il y a 3 septennats. Depuis tout petit, j'ai voulu faire pilote, donc j'ai commencé par faire du planeur à la Liagone. Après, j'ai travaillé dans des aéroclubs. Et après, j'ai moult aventures. Je me suis retrouvé à Euralair au Bourget. Et j'ai passé le concours d'entrée à Air Inter. Je suis rentré en 89, je crois, à Air Inter. Et là, on m'a fait faire la qualif Mercure. Et j'ai fait 2 ans et demi de Mercure comme pilote. Donc moi, je m'appelle Jean Charnot. J'ai débuté ma carrière dans l'aéronavale à 21 ans. J'ai fait 8 ans d'aéronavale, après quoi je suis rentré à l'Institut géographique national comme pilote durant 5 ans, sur lequel j'ai eu l'opportunité de voler sur des avions relativement anciens, tels que le Boeing B-17, le Hurel du Bois, entre autres. Et en 79, je suis rentré à Air Inter pour débuter ma carrière comme copilote Fokker 27. Ensuite, pendant 3 ans. Ensuite, je suis passé sur Mercure comme copilote, toujours pendant 3 ans. J'ai ensuite fait 3 ans de copilote A300, Airbus A300. Et ensuite, en 88, j'ai fait mon stage commandant de bord. Et ensuite, en tant qu'instructeur, j'ai terminé ma carrière sur Mercure comme instructeur. À la fin du Mercure, j'ai terminé ma carrière complète sur Fokker 100. Alors le Mercure à l'époque était piloté à 3, c'est un avion d'assaut. Et à l'époque à Euralair, j'avais fait du Falcon 10, qui est le petit Falcon 20. Il y a un Falcon 20 là, c'est 6 passagers. Et c'était vraiment un avion très agréable à piloter, toutes les commandes sont harmonieuses. Et j'ai retrouvé le Mercure, mais le Falcon 10 était sorti après, et le Mercure était le précurseur de ça. Et celui-là, c'était vraiment un vrai plaisir à piloter. Cet appareil, déjà, moi j'avais eu l'occasion à l'IGN de piloter du Mystère 20. Donc, Mystère 20, donc qui dit Mystère 20 dit Dassault. Et le Mercure était à l'époque l'avion un peu emblématique d'Air Inter. Et je n'ai absolument pas été surpris quand je suis arrivé sur Mercure, car l'essentiel de tous les systèmes, quels qu'ils soient hydrauliques, électriques, etc., était quasiment identique à ce que j'avais vu sur Mystère 20. Donc, ce qui veut dire que Dassault avait reproduit, bien sûr à une échelle plus importante, ce qu'il avait fait déjà sur Mystère 20. Donc c'est un avion, le Mystère 20 était un avion exceptionnel à piloter, le Mercure était un avion exceptionnel à piloter. D'ailleurs, Monsieur Dassault disait à l'époque que pour qu'un avion vole bien, il fallait qu'il soit beau. Or, le Mystère 20 était un bel avion à l'époque, le Mercure était un bel avion, et c'était l'avion emblématique d'Air Inter. Voilà. Normalement, on arrivait 1h30 avant l'heure du premier décollage prévu. On se présentait, le copilote et le mécanicien navigant étaient là pour voir un petit peu tous les éléments du vol. Le mécanicien navigant allait directement à l'avion, ensuite préparer tout l'avion. Et nous arrivions en gros 3/4 d'heure avant dans l'avion pour rendre l'avion opérationnel au moment où les passagers arrivaient. À l'époque, un embarquement était à H-20, 20 minutes avant l'heure de prévu. Bon, maintenant, c'est plus ça, hein. Il leur faut beaucoup plus de temps. Donc, on préparait ce vol et normalement, on avait soit des rotations qui duraient la journée avec 4 étapes, puisque 4 étapes étaient un maximum que l'on pouvait faire, avec des escales qui variaient quand elles étaient très serrées, qui étaient minimum de 35 minutes, donc 35 minutes d'escale. Et donc c'était des 4 étapes, ou alors ce qu'on appelait le 3+3, c'est-à-dire qu'on faisait 3 étapes,
on couchait en province et on refaisait 3 étapes le lendemain. Bon, et il nous arrivait effectivement aussi de faire des 3 ou 4 jours, mais enfin, la plupart du temps, c'était des vols qui s'effectuaient ou sur la journée ou sur 2 jours, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, une fois qu'on était installé, on avait le personnel commercial qui venait rejoindre l'avion. On se donnait 2 ou 3 petites indications concernant les problèmes météo éventuels, les problèmes de turbulence, etc., pour que le personnel commercial soit au courant de la façon dont allait se présenter le vol. Et puis, autrement, après, une fois que tout était prêt, comme je vous ai dit, à H-20, les passagers arrivaient. L'embarquement, à l'époque, ne se faisait pas avec des sièges attribués, donc il était beaucoup plus rapide que maintenant. Donc, je veux dire, en 20 minutes, l'embarquement était fait. Moi, mon record, enfin ça c'était tout à fait particulier, mon record c'est, je me souviens, c'était à Nice, c'était au moment d'une grève des contrôleurs aériens qui donnait des créneaux. Et quand on est arrivé à Nice, notre créneau était 20 minutes après. Le créneau de décollage était 20 minutes après notre arrivée au parti. Eh bien, à l'époque, on a réussi à faire, en venant faire des potes, bien sûr, l'escale était prévenue, donc on a fait rentrer des passagers par la passerelle arrière, sortir les passagers par la passerelle avant, bien sûr, pas de ménage, on a fait une escale en 17 minutes. Bon, donc c'était très particulier. Mais à l'époque, ce qui était très agréable à Air Inter, c'est que que ce soit des navigants, que ce soit du personnel au sol, etc., tout le monde se sentait concerné par l'exploitation. En ce qui nous concerne, pour vous donner un exemple, un avion était considéré comme en retard quand il partait avec 3 minutes de retard. Donc jusqu'à 3 minutes, on était considéré comme à l'heure, et après 3 minutes, on était déjà en retard, il fallait expliquer pourquoi. Et disons qu'on avait une faculté. Tout était organisé pour respecter ceci. Bon, bien sûr, on avait des retards parfois, mais globalement, ça se passait très bien. À l'époque, les passagers, on les voyait, ils regardaient leur montre. Quand arrivaient à l'heure de départ, plus 2 minutes, ils commençaient à sortir leur montre pour montrer qu'il était temps de partir. Ce qui était très, très agréable à l'époque, c'était toujours, enfin, ça posait beaucoup de problèmes en son temps, c'était la présence du mécanicien navigant. Il y a dans l'aviation des cas où, disons, dans 99% des cas, à 2, ça suffit largement. Et puis, entre 99 et 100%, il suffit de pousser la virgule où on veut. Mais il y a des cas où, de toute façon, un 3e homme est indispensable. Indispensable. Moi, j'ai vu qu'en tant qu'instructeur, on nous avait fourni un élément qu'on n'avait pas jusqu'alors sur notre simulateur. C'était des générateurs de fumée. Et on nous a installé des générateurs de fumée pour effectuer pour montrer aux gens ce qu'était qu'une fumée dans un cockpit. Et moi, personnellement, quel que soit l'équipage, même si ce n'était pas au programme, je le faisais faire pour que les gens voient ce que c'est. Eh bien, une fumée cockpit, c'est à mon avis le summum de l'horreur d'une panne. C'est-à-dire que vous ne voyez strictement rien. Vous n'êtes pas capable de lire une checklist. Vous voyez à 5 cm devant vous. À tel point qu'il était judicieux d'avoir un mécanicien navigant avec une lampe de poche pour vous éclairer directement l'instrument qui vous intéressait. Donc vous ne voyez même pas la totalité du panel. Absolument pas, vous voyez un instrument par instrument. Donc c'est là où je dis, il y a un moment donné, et donc le 3e homme dans ce cas-là est quasiment indispensable. Mais le fumée cockpit, ça arrive combien de fois avec tous les avions qui volent, je crois que c'est arrivé une fois il n'y a pas très longtemps sur un A320, c'est vraiment le pire de ce qui peut arriver à un pilote. Et on peut raconter tout ce qu'on veut, on nous dit il y a des checklists, il y a des trucs, etc. C'est même pas la peine de sortir une checklist, on ne peut pas la lire. J'ai toujours défendu le mécanicien navigant parce que je trouvais qu'il y avait, pour ma sécurité à moi et pour celle des passagers, je couvrais quasiment 100% des problèmes. Alors que à 2, on ne couvre pas tout à fait 100%.
ils ont abandonné les avions de ligne et ils sont restés dans Falcon 20, Falcon 10, Falcon 50. Maintenant, sur le Falcon 50, vous avez des Falcon 900 qui sont des avions, alors je dirais, toujours pareil d'assaut, c'est-à-dire des avions qui sont très agréables à piloter, des avions qui sont performants, à la différence des avions américains du même style qui sont un peu plus grossiers en commande de vol, en aérodynamique. Vous aviez les navigants, donc les navigants techniques, les navigants commerciaux, les mécaniciens et tout le personnel qui travaillait autour. Moi personnellement, ce que je n'ai jamais vu ça dans une entreprise, c'est que tout le monde se sentait concerné. Moi personnellement, j'ai trouvé, et d'ailleurs vous trouverez tous les gens d'Air Inter avec le regret de cette façon de travailler. Tout le monde était concerné par ça. Donc, alors bien sûr, après, il y avait des petites chapelles, parce que bon, la chapelle Mercure, c'était la chapelle Mercure, parce que bon, alors tout le monde adorait cet avion, donc se faisait plaisir avec cet avion, mais il n'y avait pas de personnes qui se sentaient ou au-dessus ou au-dessous de quelqu'un. Non, tout le monde était dans le mouvement en avant. Et au sein du Mercure, vous avez toujours, moi je vois, parce que l'association existe quand même depuis très longtemps, malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont décédés depuis sa création, il y a une espèce d'amitié entre les gens qui ont travaillé sur cet avion. Parce que même personnellement, moi quand je rentre dans le Mercure, même quand il est sur le tarmac au musée de l'air, ça me fait quelque chose. Alors les spécificités, il a été conçu comme un court courrier. Point de vue réservoir d'essence, c'était un court courrier. C'est-à-dire qu'il avait un défaut où, par exemple, en été, pour faire Bastia-Paris avec le plein de passagers, on ne pouvait pas mettre l'essence parce qu'on était limité par l'avion. Il était prévu dans l'histoire de l'époque que Dassault fasse un Mercure 200, c'est-à-dire avec des moteurs différents de ceux-là et des réservoirs un peu plus grands. Bon, ça s'est jamais fait puisque en même temps, un peu avant était sorti le Boeing 737, qui est un concurrent direct du Mercure et qui devait être moins cher et qui est sorti en grand nombre. Donc, alors les passagers, c'était des passagers Air Inter. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Air Inter, c'était Air Inter, donc on distribuait des magazines. Il y avait un service qui était très, très léger, mais c'était du court courrier, c'était du Paris-Lyon, du Paris-Nice, du Nice-Bastia, voilà, c'était comme ça à l'époque. Et puis il n'y avait pas de concurrence en tant que telle, puisque Air France faisait que du moyen long courrier. Donc Air Inter était un peu dans sa niche, mais Air Inter avait quand même des gros porteurs. On a même utilisé à un moment un Boeing 747 sur le Paris-Toulouse, qu'on remplissait tous les matins. Alors, à gauche, il y avait un commandant de bord, à droite, un pilote, et ici, un mécanicien navigant. Alors, le commandant de bord était en général plus ancien que le pilote, il venait d'arriver dans la compagnie. Le niveau de pilotage était le même, à part une différence sur cet avion en particulier, c'est comme il y avait l'instrument pour faire les approches par tout temps, c'était seulement le commandant de bord qui pouvait faire ça. Autrement, quand il a fait 6 étapes, on faisait chacun 3 étapes. Tout ce qui concerne l'instrumentation n'a rien de particulier. Bon, disons, c'était bien sûr une instrumentation ancienne. Moi, j'ai pratiqué la nouvelle avionique avec les écrans. Ça n'a rien à voir, mais disons, les informations sont concentrées de manière différente. Par contre, ce qui est deux choses très particulières, c'est le panneau mécanicien. Parce que là, le panneau mécanicien, vous avez tous les circuits de l'avion qui sont répertoriés par rubrique. Alors ici, vous avez l'électricité. Ici, là-bas, vous avez tout ce qui concerne le carburant. Enfin, chacune des parties de ce panel, qu'on appelait le panneau mécanicien, est répartie selon les différents systèmes. Par exemple, ici, vous avez le conditionnement d'air. Et chose extraordinaire, c'est il suffit d'enlever
d'enlever deux petits taquets, là, les deux petits taquets ici, vous tirez le panneau et vous pouvez réparer votre truc derrière très facilement. Alors que maintenant, avant d'arriver à enlever quelque chose sur un avion, c'est tout un démontage, tandis que là, vous aviez un démontage, vous aviez les instruments derrière, vous pouviez accéder. Il a complètement une particularité unique, c'est le head-up display, qui a été le premier à être mis en route. Et maintenant, c'est ce que vous avez sur les voitures de série, les Citroën, etc. Vous avez les informations sur votre pare-brise. Le head-up display, c'était le premier avion à être équipé de ça. Pourquoi? Pour avoir la certification atterrissage tout temps, enfin atterrissage de précision. Donc le pilote, donc on avait l'approche de précision était faite avec des minima, il y avait un minima de 35 pieds et de 150 mètres. Donc 35 pieds, 150 mètres, ce qui ne fait pas grand-chose. Hein. Quand on arrive sur la piste, c'est pas énorme. Bien sûr, fait au pilote automatique. Le pilote automatique donc assurait le maintien du plan ILS, enfin de l'axe et du plan ILS. Et le pilote surveillait les informations primaires. Et le commandant de bord avait le nez dans la glace du HUD, dans lequel il retrouvait certaines informations, notamment plan de descente, etc., indication d'incidence, enfin certaines informations qui lui permettaient au moment de l'atterrissage, puisque l'atterrissage était effectué, l'arrondi était effectué par l'avion, et le contrôle au sol n'était pas effectué par l'avion. Donc c'était le commandant de bord qui assurait. Donc pour ne pas avoir au dernier moment à surveiller l'intérieur et d'un seul coup à passer à l'extérieur, le commandant de bord avait le nez directement sur la piste et il n'avait pas de changement de visualisation. Donc il avait toutes les infos pendant l'approche et il pouvait faire l'atterrissage dans ce temps-là. Alors l'anecdote marquante qui est très connue, enfin très connue à Air Inter, peut-être même à l'extérieur, ça ne m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à un de mes collègues qui s'est retrouvé pour des problèmes de défaillance radar au nord de Lyon dans un énorme cumulonimbus. Et l'avion avait à l'époque, enfin disons quand il a commencé à subir les effets du cumulonimbus, c'était une altitude qui était maintenue à 2000 pieds près, c'était le pare-brise qui a été complètement étoilé, toute la carlingue avait pris des impacts très importants, à tel point que quand ils se sont posés à Lyon, n'ayant plus de visualisation du fait des glaces brisées, eh bien, ils ont été obligés de se poser avec la glace ouverte et comme on le faisait à l'entraînement. Alors la glace ouverte, il faut savoir que sortir sa tête quand vous arrivez à 250 km/h, vous la sortez pas complètement, hein, autrement elle s'en va avec vous. Donc vous sortez à peu près la moitié de la tête. Le copilote surveille bien sûr tout ce qui est trajectoire et puis maintien de vitesse, etc. Et vous n'avez que le manche et vous avez à peu près la moitié de la tête qui est sortie et vous arrivez à vous poser à vue en estimant l'écart qu'il y a par rapport aux balises latérales qui sont situées de votre côté et par rapport à la ligne centrale. Mais ça se fait. C'est pas confortable, mais ça se fait. Donc ils ont réussi à se poser comme ça. Donc c'était la première fois qu'on expérimentait un atterrissage réel avec la tête dehors. Donc au point de vue anecdote, c'est ça. Et autrement, pour l'utilisation en temps normal, c'était un avion qui à l'époque était avec le 727, qui était un des avions qui avait les vitesses d'arrivée les plus rapides. Donc nous, à l'époque, les vitesses n'étaient pas limitées dans les arrivées, alors que maintenant, elles sont limitées à 250 nœuds au-dessous de 10 000 pieds. Mais par contre, à l'époque, on pouvait arriver à 380 nœuds dans les arrivées. Et ça faisait souvent le plaisir des contrôleurs qui jouaient un petit peu avec l'avion parce qu'ils savaient qu'il avait des capacités assez exceptionnelles. Et donc, je dis pas qu'on était le jouet des contrôleurs, mais enfin, il y avait une espèce d'entente entre les contrôleurs et les pilotes pour pouvoir se poser le plus vite possible. Pour vous donner un exemple, c'est un avion qui pouvait se présenter à 380 nœuds sur le plan de descente, donc plan de descente à 3 degrés ou 5%, à 6000 pieds.
et qui avait des facultés de décélération telles qu'on pouvait arriver à 500 pieds complètement stabilisé, en vol à vue bien sûr, pour être prêt à l'atterrissage. À l'époque, la stabilisation à vue était à 500 pieds, avion stabilisé pour l'atterrissage. Eh bien, donc on arrivait 380 nœuds à 6000 pieds et on était à 500 pieds, on était prêt pour l'atterrissage. C'est assez exceptionnel comme faculté de régression de vitesse. Et d'autre part, le problème de cet avion, c'est qu'il avait le défaut de ses qualités, c'est qu'on essayait quand même de veiller à ce que le personnel commercial qui travaillait derrière ne subisse pas non plus, parce que c'est les effets de nos arrivées très rapides, parce que c'est un avion qui était quand même un peu dur dans les turbulences. Il était assez sec en réponse en turbulence, et puis en plus de ça, les plans de descente étaient très importants. Donc on essayait de savoir si le personnel commercial derrière n'avait pas à remonter son chariot jusqu'au bout, parce que nous on était en descente maximum. Donc il fallait quand même faire très attention au travail du personnel navigant commercial, parce que c'était pas évident tout le temps. Dans ma carrière, j'ai 2 avions qui m'ont marqué. À Air Inter, c'est celui-là, et puis comme je vous disais, à l'IGN, le Boeing B-17. Bon, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Bon, le B-17, c'était un avion de légende. Donc quand vous arriviez quelque part, vous étiez, tout le monde connaissait cet avion. Donc ça, c'était le... Et quand je suis arrivé à Air Inter, ça, c'était l'avion, si vous voulez, c'était l'avion des pilotes. Alors pourquoi c'était l'avion des pilotes? Parce que moi, j'ai remarqué que, bon, déjà, c'était un avion exceptionnel sur le plan maniabilité, etc. Ça, tout le monde le reconnaît. Et en plus de ça, cet avion, on sentait qu'il avait été conçu par des pilotes. C'est-à-dire que quand le pilote automatique travaillait, vous aviez l'impression d'avoir un pilote qui travaillait à votre place. Donc vous n'étiez absolument pas surpris par ce qui se passait, parce que tout était fait, disons, globalement, pilote automatique qui travaillait comme vous. Moi, je n'étais pas présent, c'était un de mes amis qui malheureusement est décédé depuis, qui était le commandant de bord de cet avion quand il l'a posé au Bourget. Pour nous, très sincèrement, pour nous, c'est quand même une très grande fierté d'avoir cet avion-là. Parce que d'abord, c'est un avion qui est quand même très particulier, puisqu'il est sorti à très peu d'exemplaires. Bon, il est évident que quand vous voyez d'autres avions, bon, c'est très agréable, je veux dire. Mais celui-là, il est vraiment pas particulier. Il y a eu 11 appareils utilisés en ligne. Ça nous a fait quand même quelque chose. Et très sincèrement, comme je vous le disais, pendant un moment, on le faisait visiter pendant le salon. Ça nous faisait plaisir de montrer notre avion. Et les gens sont toujours très impressionnés par, disons, d'abord, c'est un des avions au musée où on peut réellement rentrer dans un cockpit. Il est vrai que c'est une avionique ancienne, donc, mais peu importe. La philosophie est toujours la même. Et donc, on a été très très fiers de pouvoir présenter cet avion au musée. Et nous avons la chance d'avoir une équipe qui entretient l'avion, parce que c'est quand même un gros travail pour maintenir un avion en état de marche comme celui-là sur un parking. Un avion, c'est pas fait pour rester sur un parking. Donc ça nécessite beaucoup de travail. Non, mais on est très content de pouvoir le présenter encore. Et ça serait dommage qu'on puisse pas le faire encore pendant longtemps. Alors vous avez de tout dans les visiteurs. Vous avez des gens qui viennent avec des enfants. Bon, les enfants, il suffit de leur mettre une casquette sur la tête, prendre une photo, ils sont contents. Bon. Et puis vous avez des gens qui connaissent bien, donc là c'est intéressant. Et puis il y a des gens qui n'ont jamais vu, donc c'est très impressionnant, parce que c'est vrai, vous rentrez, vous voyez des lumières partout. En fait, quand on leur montre un petit peu comment c'est structuré,
vous démystifiez un petit peu la difficulté, parce qu'ils me disent, vous vous rendez compte, il faut savoir tout. Ben, je dis oui, mais on a 2 mois pour l'apprendre. Donc je lui dis, bien sûr, il faut connaître tout ce que représentent les lumières, les boutons, les indications, les alarmes, etc. Mais je lui dis, c'est comme dans toute chose, on a 2 mois pour l'apprendre. Donc on l'apprend pendant 2 mois, après on fait du simulateur, donc on a le temps de connaître un avion. Mais le premier réflexe des gens qui n'ont jamais vu un cockpit, ils rentrent et disent c'est impressionnant. Donc c'est comme ça, là, quand vous voyez un tableau de disjoncteurs, ils voient ça, ils se disent qu'est-ce que c'est? Ben, je leur dis que c'est ni plus ni moins que les plombs que vous avez à la maison, hein, sauf qu'il y a plus de circuits qu'à la maison, c'est tout. Alors décollage, déjà les moteurs sont en route. Alors déjà je vais commencer par là, là c'est les manettes des gaz qui sont bloquées parce que, voilà. Alors on avance les manettes des gaz. Ici, en face des manettes des gaz, vous avez les instruments qui donnent la puissance, le nombre de tours minutes, la pression d'huile, etc. Là vous avez le train d'atterrissage, ici vous avez d'autres instruments, et ici vous avez de chaque côté les mêmes, l'horizon artificiel qui permet de voler aux instruments, la vitesse de l'avion, le cap de l'avion avec un axe sur lequel on doit se trouver, un altimètre, une radiosonde qui est un altimètre sensible pour les atterrissages de précision, un variomètre qui vous donne la montée verticale, monter ou descendre. Là vous avez les instruments de navigation, ici et là les instruments de commande du pilote automatique. Après vous avez donc un manche, donc le manche comme vous avez pu voir dans les films, quand on tire dessus ça monte, quand on pousse ça descend. Et quand on essaye de le tenir, ça vole tout droit. Pour tourner, on incline le manche du côté où on va tourner et l'avion tourne. Donc un décollage en général on met, pour tous les décollages sur tous les avions c'est à peu près pareil, on met un pourcentage de la puissance, ça peut être 50%, pour que les moteurs, alors quand il y en a 2, qui soient tous les 2 synchronisés en puissance, qu'il n'y en ait pas un qui soit à 100% et l'autre. Et après, quand ils sont à 50%, on met plein gaz ou un décollage dératé, c'est-à-dire où on n'utilise pas toute la puissance. C'est-à-dire qu'on fait un calcul en fonction de la longueur de piste, de la température, de la charge marchande, de la charge à emporter, on crée une espèce de fausse piste où l'avion, au lieu d'utiliser 100% de la puissance, il n'utilisera que 92% de la puissance. Donc il va utiliser plus de pistes, mais on va moins utiliser les moteurs. Voilà. Alors quand c'est comme ça, au bout d'un moment, l'indicateur de vitesse bouge. Là vous avez des références, des petits plots, alors maintenant c'est informatique, et par exemple ici à 121, le pilote qui ne pilote pas, c'est-à-dire celui qui pilote, et le pilote monitoring va annoncer V1, qui est la vitesse de décision. Avant cette vitesse, si on a un problème, on s'arrête. Après cette vitesse, on continue. VAR ou rotation, ça dépend des compagnies. Et là, on tire sur le manche pour avoir une certaine assiette, et on maintient cette assiette. Là, comme on va changer l'angle d'incidence, l'avion va décoller. Quand il a quitté le sol, que le vario est positif, on annonce vario positif, et là, on rentre le train d'atterrissage pour diminuer la traînée. Et là, c'est parti.